Le nom de Ravensbrück résonne encore dans le silence de l'Europe d'après-guerre, un nom gravé dans la pierre de l'horreur, mais enfoui sous les ombres de l'histoire. Ce n'était pas un champ de bataille, ni une ville assiégée. C'était quelque chose de bien pire, un lieu construit pour effacer l'humanité elle-même. Parmi les nombreuses personnes qui ont parcouru ces couloirs de fils barbelés, une figure se distinguait, non pas par son uniforme, mais par la cruauté qui rayonnait de chacun de ses mouvements. Son nom était Dorothea Binz, une jeune femme qui a transformé la discipline en terreur et l'autorité en arme. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le monde brûlait sous les ambitions d'Hitler, le nom de Dorothea est devenu un murmure comme une malédiction parmi des dizaines de milliers de femmes emprisonnées dans le seul grand camp de concentration nazi réservé aux femmes. Elle n'était pas simplement un rouage de la machine du régime, elle en était l'incarnation. Née en 1920, Dorothea venait d'une famille allemande ordinaire. Elle n'était pas riche, pas puissante, pas même politiquement connectée. Pourtant, d'une certaine manière, les marées de l'idéologie la transformeraient en l'une des figures les plus redoutées du système des camps nazis, quand l'Allemagne s'effondra en 1945. Les ruines de la guerre ont révélé non seulement des villes détruites, mais des âmes ruinées. Et parmi les innombrables auteurs de crimes nazis qui ont tenté de fuir la justice, l'histoire de Dorothea se terminerait convenablement à la potence. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord revenir au début, à l'Allemagne qui l'a créée, à la guerre qui l'a façonnée, et au système qui a transformé des gens ordinaires en instruments de cruauté. Parce que Dorothea Binz n'est pas née monstre, elle l'est devenue. L'Allemagne, dans les années 1920, était une nation qui suffoquait, vaincue, humiliée et écrasée sous le poids des réparations de guerre. C'était un pays qui cherchait quelqu'un à blâmer et quelqu'un à suivre. Pour Dorothea Binz, l'enfance s'est déroulée tranquillement dans la petite ville de Fürsten, près de Neustrelitz, dans le nord-est de l'Allemagne. Son père occupait un emploi ordinaire, sa famille menait une vie modeste, intouchée par le pouvoir ou la politique. Il n'y avait aucun signe de ce qu'elle deviendrait. Mais en dehors de cette paisible petite ville rurale, l'Allemagne se désagrégeait. L'inflation a monté en flèche, la faim s'est propagée et l'amertume a rempli l'air. La fragile république de Weimar a trébuché dans le chaos. Des gouvernements faibles se sont levés et sont tombés en succession rapide. Les gens désiraient l'ordre, ils voulaient la discipline, la direction, la certitude. Et puis est venu Adolf Hitler. En 1933, quand Dorothea n'avait que 13 ans, l'ombre d'Hitler s'étendait sur chaque coin de la vie allemande. Les écoles, les journaux, même les organisations pour enfants sont devenus des instruments d'endoctrinement. Les jeunes gens ont appris que l'obéissance était une vertu, que la pureté raciale était sacrée et que la loyauté envers le Führer était avant tout. Les adolescentes comme Dorothea ont été attirées dans des groupes tels que la Ligue des jeunes filles allemandes où elles ont appris non pas à penser mais à suivre, à servir, à se conformer. Dans cet environnement, l'individualité a été effacée, l'État est devenu la nouvelle famille. En vieillissant, le rythme de la propagande a façonné son monde. Des affiches glorifiant le sacrifice, des émissions de radio louant Hitler, des enseignants répétant que les faibles n'avaient pas leur place dans la nouvelle Allemagne. En 1939, l'année où l'Allemagne a envahi la Pologne et où la Seconde Guerre mondiale a commencé, Dorothea avait 19 ans, assez vieille pour travailler, assez jeune pour être complètement façonnée par l'idéologie qui l'entourait. Cette même année, elle a postulé pour un poste à Ravensbrück, un camp de concentration nouvellement construit situé à environ 50 miles au nord de Berlin. Contrairement à Auschwitz ou à Dachau, Ravensbrück avait un objectif spécifique. Il a été construit uniquement pour les femmes. Il accueillait des prisonniers politiques, des femmes juives, des femmes roms, des combattants de la résistance et toute personne que le régime nazi considérait comme une menace. Entre 1939 et 1945, plus de 130 000 femmes ont franchi ses portes. Au début, Dorothea n'était qu'une autre employée, l'une des nombreuses femmes du personnel travaillant sous les ordres de la SS. Mais quelque chose en elle a changé rapidement. Le camp, conçu pour dépouiller les femmes de leur dignité et de leur identité, est devenu la scène parfaite pour sa transformation. Elle a commencé comme une assistante obéissante, silencieuse, efficace, précise. Mais en quelques mois, son comportement s'est durci. Elle a appris à crier, à commander, à punir. L'autorité l'exaltait, le pouvoir la rendait invincible. Dans un système construit sur la déshumanisation, Dorothea Binz apprenait rapidement.
et elle était exactement ce que la SS voulait, jeune, disciplinée et fidèle, sans faille. En 1943, seulement 4 ans plus tard, elle s'élèverait à l'un des postes les plus élevés du camp, chef adjoint des surveillantes de Ravensbrück, deuxième seulement après le commandant lui-même. Et à partir de ce moment, la peur avait un nouveau visage. Ravensbrück était contrairement à tout autre endroit sur Terre, un monde entouré de fils barbelés et de silence où l'identité disparaissait au moment où une femme franchissait ses portes. Ici, la vie n'avait aucun sens, seulement des règles, seulement l'obéissance, seulement la peur. Quand Dorothea Binz est arrivée pour la première fois en 1939, elle était l'une des dizaines de gardiennes en formation. Pourtant, même parmi elles, elle se distinguait. Elle suivait chaque ordre à la perfection, précise, disciplinée, sans émotion. Mais ce qui la rendait terrifiante n'était pas l'obéissance, c'était le plaisir. Elle semblait trouver de la satisfaction dans le contrôle. En 1943, promue chef adjoint des surveillantes, Dorothea commandait des milliers de femmes. Sa parole pouvait décider qui vivrait ou qui ne verrait jamais un autre lever de soleil. Chaque matin, les prisonnières étaient forcées de s'aligner pour l'appel, peu importe la météo, peu importe leur faiblesse ou leur maladie. Certaines restaient debout pendant des heures, tremblantes, à demi conscientes. Et c'est à ce moment que Dorothea apparaissait, marchant lentement dans les rangs, scrutant les visages comme un chasseur, cherchant une proie. Si quelqu'un semblait frêle, si une femme toussait, tressaillait ou se tenait mal, Dorothea s'avançait et la punition suivait. Elle exerçait le pouvoir non pas comme un devoir, mais comme une domination. Les survivantes ont dit plus tard que parfois elle n'avait même pas besoin d'une raison. Elle pointait simplement du doigt et c'était suffisant pour sceller le destin d'une femme. À Ravensbrück, la violence n'était pas aléatoire, elle était systématique. Pourtant, sous la supervision de Dorothea, elle est devenue personnelle. Les témoins se souvenaient de son rire qui résonnait pendant les punitions. Elle forçait souvent d'autres prisonnières à participer, à nettoyer, à maintenir les victimes, à devenir des complices involontaires de leurs propres tourments. La cruauté du camp n'était pas seulement physique, elle était psychologique, conçue pour détruire la solidarité et l'espoir. Une survivante, une combattante de la résistance polonaise, se souvenait de la façon dont Dorothea lui avait ordonné d'être battue pour avoir aidé une autre prisonnière à se tenir debout. La femme s'est effondrée, brisée et ne s'est jamais rétablie. De tels moments sont devenus partie intégrante du rythme quotidien de Ravensbrück, la cruauté comme routine, la terreur comme politique. La présence de Dorothea empoisonnait tout. Elle a transformé la place de l'appel en scène, les baraquements en prison dans les prisons. Même les gardes de la SS la craignaient pour son efficacité froide. Et pourtant, au milieu de cette horreur, Dorothea a trouvé la compagnie d'Edmund Brüning, un officier de la SS également consumé par la violence. Ils ont parcouru le camp ensemble comme s'il était leur royaume. Les témoins ont témoigné plus tard qu'ils punissaient les femmes côte à côte, riant parfois ensemble tandis que d'autres criaient. Leur relation n'était pas l'amour, c'était le pouvoir se nourrissant du pouvoir. En 1944, sa réputation s'était propagée au-delà de Ravensbrück. D'autres camps connaissaient son nom. Elle n'était plus simplement une gardienne. Elle était le symbole de la cruauté féminine dans le système nazi. Une incarnation vivante de la façon dont l'idéologie pouvait tordre l'humanité au-delà de la reconnaissance. Mais à mesure que la guerre se tournait contre l'Allemagne, la machinerie de la mort a commencé à s'effondrer. Les bombardiers alliés faisaient rage dans les cieux allemands. L'armée rouge avançait de l'Est. Pourtant, même dans le chaos final, Dorothea a refusé de s'arrêter. Tandis que d'autres tentaient de se cacher, elle continuait à appliquer la discipline, punissant avec la même précision froide comme si le Reich durerait éternellement. En avril 1945, quand les forces soviétiques se sont approchées, Ravensbrück s'est dissous dans la folie. Les prisonnières mouraient de faim et de maladie. Les gardes fuyaient, les camions brûlaient les documents, tandis que les crématoriums fonctionnaient sans fin. Et à travers tout cela, Dorothea continuait à marcher, ses rondes, fouet à la main, expression inchangée. Le 30 avril 1945, l'armée rouge a libéré Ravensbrück. Ils ont trouvé des corps empilés dans le silence, des survivantes à peine vivantes, leurs yeux creux après des années de terreur. Mais Dorothea avait disparu. Elle s'était évanouie dans le chaos, avait enlevé son uniforme de la SS et avait disparu parmi le flot des réfugiés. Elle pensait pouvoir se cacher. Elle pensait que l'histoire oublierait son nom.
Mais le monde avait vu son visage, et les survivantes ne resteraient pas silencieuses. Quand les troupes soviétiques sont entrées à Ravensbrück le 30 avril 1945, elles ont marché dans un cimetière silencieux. Plus de 130 000 femmes avaient franchi ses portes. Des dizaines de milliers ne sont jamais partis. L'air portait encore l'odeur de la fumée du crématorium, la dernière tentative de la SS d'effacer ce qu'elle avait fait. Mais certaines vérités ne peuvent pas être brûlées, parce que ceux qui ont survécu se souvenaient de chaque ordre crié, de chaque humiliation endurée, de chaque nom murmuré dans la peur. Et parmi ces noms, un a été répété encore et encore, Dorothea Binz. Sa cruauté n'était pas aléatoire, c'était le reflet d'un système entier qui exigeait l'obéissance au-dessus de la moralité. Le régime nazi n'a pas seulement enseigné la violence, il l'a normalisée. Il a dit aux hommes et aux femmes ordinaires que la cruauté était un devoir, que la compassion était une faiblesse et que la miséricorde était une trahison. Dorothea n'est pas née au pouvoir, elle a été créée par lui. Chaque leçon de la Ligue des jeunes filles allemandes, chaque discours sur la pureté raciale, chaque affiche appelant à la loyauté, tout cela l'a mené à croire que la punition était la justice et que la soumission était la force. De cette façon, Ravensbrück n'était pas seulement une prison pour les innocents, c'était aussi un miroir pour les coupables, un lieu où l'idéologie remplaçait la conscience et où même une jeune femme d'une petite ville allemande tranquille pouvait devenir un instrument de douleur inimaginable. Quand le camp est tombé, le chaos a consumé le Reich. Les responsables nazis ont fui sous de faux noms, les soldats ont brûlé les documents. Les civils ont tenté de survivre sous les ruines de villes autrefois remplies de fierté et de propagande. Mais peu importe jusqu'où ils ont fui, la vérité les a suivis. Dorothea a finalement été trouvée et capturée par les forces britanniques dans le nord de l'Allemagne après que les survivantes de Ravensbrück aient décrit son apparence en détail vivant. Sa tentative de disparaître parmi les réfugiés a échoué. La même précision qu'elle avait autrefois utilisée pour contrôler les autres serait maintenant utilisée contre elle dans une salle d'audience, construite non pas sur l'idéologie, mais sur la justice. Les procès de Ravensbrück tenus à Hambourg en 1946 n'étaient pas aussi célèbres que les procès de Nuremberg. Mais pour les femmes qui ont survécu, ils étaient bien plus personnels. Pour la première fois, le monde a écouté, vraiment écouté, les histoires de ceux qui avaient été réduits au silence. Un par un, les survivantes ont témoigné. Leur voix tremblait, leur corps était frêle. Pourtant, leurs paroles portaient le poids de milliers d'âmes perdues. Elles ont parlé des appels sous des cieux glacés, des punitions pour les plus petits gestes de gentillesse, du rire qui suivait la cruauté. Et à travers chaque témoignage, l'image de Dorothea est devenue plus claire. Non pas un soldat sans visage, non pas un bureaucrate sans nom, mais un être humain qui a choisi de détruire plutôt que de sauver. En ces moments, la salle d'audience n'était pas seulement un lieu de droit, c'était une confrontation avec la conscience. L'Allemagne était tombée, mais maintenant, pour la première fois, elle devait se regarder elle-même. Dorothea est restée silencieuse tout au long du procès. Elle n'a montré aucun remords, aucune émotion, aucun regret. Jusqu'à la fin, elle semblait croire que ce qu'elle avait fait faisait partie d'un ordre nécessaire, que la cruauté une fois sanctionnée par l'État ne pouvait pas être mauvaise. Mais l'histoire avait changé. Le Reich était parti, et un nouveau monde exigeait la responsabilité. Pour chaque ordre crié à Ravensbrück, pour chaque femme brisée par sa main, la justice parlerait enfin. Le procès de Dorothea Binz est devenu l'un des moments décisifs des procédures de Ravensbrück. Sur 29 accusés, 16 femmes et 13 hommes, elle était l'une des plus jeunes. Pourtant, ses crimes étaient parmi les plus graves. La salle d'audience à Hambourg était silencieuse quand les survivantes sont entrées. Beaucoup portaient encore les cicatrices non seulement sur leur corps, mais dans leurs yeux. Elles ont affronté la femme qui avait autrefois régné sur leur souffrance. Une survivante polonaise se souvenait du bruit des bottes sur le sol gelé au moment où Dorothea apparaissait pendant l'appel, pointant du doigt les prisonnières sans raison. Une autre a parlé à travers les larmes, décrivant comment Dorothea a continué à frapper une femme effondrée longtemps après qu'elle ait cessé de bouger. Leurs paroles n'étaient pas alimentées par la vengeance, c'étaient des actes de commémoration. Chaque témoignage a enlevé les derniers fragments du déni. Il n'y avait pas de bureaucratie derrière laquelle se cacher. Non, je suivais les ordres pour effacer la responsabilité. Dorothea Binz avait exercé son pouvoir avec intention, et le monde exigeait maintenant sa réponse. Elle n'a jamais avoué, elle n'a jamais supplié,
Elle a siégé tout au long du procès froide, sans expression, comme si le destin des autres ou même le sien n'avait plus d'importance. Mais l'histoire n'était plus la sienne à contrôler. Le 3 février 1947, la Cour militaire britannique a prononcé sa sentence mort par pendaison. Elle avait 26 ans, le même âge que beaucoup des femmes qu'elle avait détruites. L'homme chargé d'exécuter la sentence était Albert Pierrepoint, le bourreau le plus expérimenté de la Grande-Bretagne. Le même homme qui avait envoyé de nombreux responsables nazis à leur fin à la prison de Hamelin le 2 mai 1947. Dorota Binns a été menée de sa cellule dans le silence. Pas de larmes, pas de paroles, pas de dernier appel. En quelques secondes, c'était fini. Son corps a été enterré dans une tombe sans nom. Aucune cérémonie, aucun souvenir, aucun héritage. Les Britanniques se sont assurés que son nom ne serait jamais honoré à nouveau. Pourtant, l'histoire ne s'efface pas facilement. Des décennies plus tard, alors que les survivantes ont commencé à partager leurs souvenirs, le nom de Dorota a refait surface dans les témoignages, les livres et les documentaires. Elle est devenue un symbole non pas du pouvoir, mais de la façon dont l'idéologie peut corrompre l'ordinaire, comment l'obéissance peut engendrer le mal. L'héritage de Ravensbrück s'étendait bien au-delà de son fil barbelé. Il est devenu partie intégrante de la tapisserie plus large des crimes de guerre nazis, un rappel que l'Holocauste n'a pas seulement été perpétré par des généraux ou des hommes dans des bureaux, mais aussi par des femmes qui croyaient qu'elles servaient quelque chose de plus grand que l'humanité elle-même. À la fin de la guerre, les statistiques racontaient une histoire presque trop vaste pour être comprise. 6 millions de Juifs assassinés, des millions d'autres asservis ou déplacés, des nations entières cicatrisées. Ravensbrück seul a revendiqué plus de 50 000 vies. Des femmes de tous les coins de l'Europe. La justice est venue lentement et pas pour tout le monde. De nombreux auteurs de crimes ont disparu, se fondant dans les cendres de l'Allemagne d'après-guerre. Mais pour Dorota Binns, la justice a été rapide et absolue. Sa vie s'est terminée aussi brutalement que le système qu'elle avait servi. Et pourtant, son histoire continue à résonner non pas comme un conte de vengeance, mais comme un avertissement de ce qui se passe quand l'idéologie remplace l'empathie, quand un drapeau remplace la moralité et quand l'obéissance devient la seule vertu. L'histoire se souvient souvent des hommes qui ont commencé les guerres, mais elle oublie les femmes qui les ont aidés à les soutenir. L'histoire de Dorothea Binns ne parle pas seulement de cruauté, c'est une histoire de choix. Elle nous rappelle que le mal ne porte pas toujours le visage d'un monstre. Parfois, il sourit, obéit aux ordres et croit faire la bonne chose. Ravensbrück était bien plus qu'une prison. C'était le reflet d'une société qui avait sacrifié sa conscience pour le contrôle. À l'intérieur de ces clôtures, nous voyons ce qui se passe quand la peur remplace la pensée, quand l'idéologie remplace l'empathie et quand l'humanité est réduite à l'obéissance. Dorothea Binns avait 26 ans quand la justice l'a rattrapée, jeune mais déjà consumée par une vie entière de cruauté. Son nom, autrefois redouté, est maintenant un symbole de ce que le monde ne doit jamais permettre de se reproduire. L'histoire de Ravensbrück appartient à chaque victime qui n'a jamais quitté ses portes. Les mères, les filles, les combattants de la résistance et les visages oubliés des années les plus sombres de l'Europe. Leur souffrance n'est pas seulement un enregistrement du passé, c'est un avertissement pour l'avenir. Car chaque fois que la haine est justifiée par l'idéologie, chaque fois que l'obéissance est valorisée plus que la compassion, l'ombre de Ravensbrück commence à se lever à nouveau. Alors souvenez-vous de leurs noms, racontez leurs histoires et ne laissez jamais le silence revenir. Merci d'avoir regardé les fichiers de vérité de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous croyez que l'histoire doit être racontée avec vérité, sans crainte et sans oubli, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour que leur voix ne s'efface jamais.